je vais commencer par le titre de la conférence parce que c'est vraiment le meilleur bout. Après ça, ça va être un peu moins bon, là, mais on va quitter le chemin du bonheur. Toutes ces choses que nous appelons erreurs. Merci. Vous pouvez quitter. Bon, mon nom est Juliette. Je suis poétesse et bachelière S mathématiques, devenue cuisinière, devenue développeuse. Je travaille comme dev front-end à la Banque nationale. Je fais du React via GoRockit et je fais surtout du React, du TypeScript. J'aime bien la programmation fonctionnelle. Ça, c'est mon LinkedIn, si vous savez lire les QR. Fait que si jamais vous avez envie de m'écrire pour parler d'erreurs, j'aime bien ça. Donc, la gestion d'erreurs. Souvent, comme dans mon parcours, dans différents projets, j'essayais de faire par moi-même de la gestion explicite d'erreurs parce que les grandes personnes faisaient ça, mais je n'avais pas vraiment de pensée plus profonde. C'était un peu des simagrées qui n'étaient pas vraiment pertinents. J'ai fini par réfléchir un peu plus sur qu'est-ce que ça voulait dire. Puis la pertinence de tout ça m'a frappé parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une réunion d'équipe où on discutait d'erreurs et je me suis rendu compte que c'était un concept faussement évident. Par le même mot, les gens avaient différentes notions et on ne se comprenait pas trop à cause de ça. Et même parfois, on ne comprenait pas trop la documentation à cause de ça. Fait qu'essentiellement, je vais développer 3 notions d'erreur, 3 choses qu'une erreur peut vouloir dire. Donc, on va commencer par les erreurs inattendues. Unexpected errors, qu'on voit souvent dans la documentation. Donc, j'y vais pour une définition littérale. Une erreur inattendue survient lorsqu'on détecte un état dans lequel un programme ne devrait pas se retrouver. Une erreur inattendue doit être réparée en modifiant le programme. Donc, typiquement, dans le runtime JavaScript, ça se présente sous forme d'exception. Bon, dans la vieille époque, on rencontrait souvent des erreurs du type on essaie d'appeler une variable qui ne contient pas une fonction, on essaie de déréférencer un champ qui n'existe pas, ça fait planter le programme. Depuis TypeScript, ça arrive moins. Par contre, on peut nous-mêmes aller au-devant et être la cause des erreurs inattendues. Donc, la notion, c'est pour les gens qui parlent français ici, instruction d'assertion. Moi, je dis plutôt code assertion. Donc, on code, à un moment donné, il y a une propriété du programme je vais descendre un peu pour avoir des exemples. Il y a une propriété qu'on pense vraie. Par exemple, on pense que X est plus grand que Y d'après le code qui a été fait après. On pourrait l'écrire en commentaire. Mais ce qui est encore mieux, c'est de mettre une condition, de le tester et de faire planter le programme si jamais c'est faux. Donc, l'avantage par rapport à un commentaire, premièrement, c'est mieux maintenu. Si jamais je renomme X, ben l'IDE va le renommer là, l'aurait pas renommé dans un commentaire. C'est un langage qui est beaucoup plus standard que le français ou l'anglais, le JavaScript. Puis ça donne une plus grande confiance qu'un simple commentaire parce qu'à chaque fois que l'exécution passe par là et qu'il ne se passe rien, ça renforce l'idée. Si on ne met pas d'assertion, qu'est-ce qui arrive? Le programme passe ça et il se retrouve dans un état aberrant. Éventuellement, le programme, ça va peut-être continuer à rouler, mais plus tard, le programme va avoir un comportement bizarre, imprévu. On va avoir un bug intermittent qui va être difficile à reproduire. Puis il va y avoir une grande distance entre la cause et l'effet. On va retrouver qu'il y a un bug quelque part loin, loin, loin dans le code, alors que c'est beaucoup plus haut qui commençait à avoir un problème qui était invisible. Ça peut même être des risques de sécurité à un moment donné si le programme est dans un état qu'on n'avait pas prévu. Donc, quoi faire en cas d'erreur inattendue? Bon, en gros, il faut planter l'application. L'alternative, ça aurait pu être de modifier le code pour accepter ou corriger la valeur
aberrante en se disant on veut absolument que l'application fonctionne. Ça va ajouter de la complexité, non seulement à l'endroit, mais peut-être même à tout ce qui consomme ce code-là. On va mettre des ressources sur quelque chose qui a peu de valeur, puis peut débouler sur plein d'autres problèmes. Fait que vaut mieux que le programme faire parce que le programme plante le plus vite possible dès qu'il y a un problème, avoir du bon monitoring. Et si on veut limiter des dégâts, au lieu d'essayer de corriger l'erreur, on peut compartimenter l'application. Par exemple, en React, il y a la notion d'error boundary. Fait qu'on va faire que ce soit seulement une partie du programme qui plante, et puis on peut éventuellement essayer de repartir cette partie-là. Erlang est en fait sa renommée là-dessus, mais le concept de juste planter et repartir plutôt que corriger. Donc ça, c'était la première notion d'erreur. Deuxième notion, oh non, on n'a pas fini avec ça, excusez-moi. Les instructions d'assertion ont aussi un impact sur le typage. Puis donc, vont pouvoir se mettre en contraste avec les typecasts. Par exemple, si j'écris Z point d'exclamation, ça ne veut pas dire la factorielle de Z. Ça veut dire Z n'est pas nul ou non défini. Donc, je peux aussi écrire, regardez, c'est un double égal, j'en mets pas souvent dans mon code, mais je peux aussi dire si Z est équivalent à undefined ou null, lance une erreur. Donc, la distinction entre les deux, Z point d'exclamation, je dis à TypeScript, crois-moi, c'est pas nul. Tandis que la code assertion, je dis, vérifie que c'est pas nul. Donc, on bâtit beaucoup plus de confiance comme ça. Z as number, même principe. Je peux aussi lancer une exception si Z n'est pas un nombre. Donc, on a tous les bénéfices qu'on a racontés sur les assertions, mais en plus, ça se propage dans le typage. Donc, dans notre éditeur, si on regarde le type de Z avant, ça peut être par exemple number ou undefined, et après l'assertion, ça va être seulement number. Et TypeScript comprend l'impact du typage sur les assertions. Pour se motiver à en faire le plus souvent possible, on peut s'écrire un petit utilitaire comme ça. Puis après ça, on peut juste écrire isoassert x plus grand qu'y et un message optionnel. Non de ça dans sa librairie standard, mais on n'y a pas accès au front-end. Fait que l'idée, c'est juste de réécrire la même chose. Garder le type de sortie, asserts condition. C'est là que ça fait la magie pour TypeScript. Puis il faut y donner un autre nom, sinon il va nous lier au symbole qu'il y a dans Node, puis on fait du front-end, puis ça fait chier. Fait que voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des erreurs inattendues? Ben, premièrement, le système de type a ses limites. En TypeScript, on n'a pas vraiment la notion de nombre entier. On a juste un number qui peut être un float aussi. Il y a moyen pour les gens qui font du TypeScript avancer d'ajouter une information comme quoi que c'est un nombre entier, mais il n'y aura jamais moyen de prouver que la somme de deux entiers est un entier. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer dans le système de type avec TypeScript. Ensuite de ça, des fois, il y a surtout quand il y a des logiques de conditionnels complexes dans un typage, il y aurait moyen de gérer ça dans le système de type, mais ce n'est pas nécessairement souhaitable. Oui, on peut penser au coût, mais même quand ce n'est pas une histoire de coût, on peut penser juste au fait que le type va être hyper complexe, il va être difficile à lire, on va être découragé de modifier quoi que ce soit dans le système parce que notre typage est trop complexe. Donc, c'est pas toujours souhaitable de faire le maximum avec le système de type. Donc, l'autre raison d'erreur inattendue. Puis finalement, pour les 3 personnes dans le monde qui travaillent en avionique ou des trucs hyper critiques, ben on a des assistants de preuve comme Lean ou Coq qui vont pouvoir prouver des choses à propos du code. C'est en termes de fiabilité le plus, mais ça a des coûts incroyables en termes de temps et tout. Fait que les code assertions sont un peu l'alternative bas marché à des preuves sur le code. Cela dit, des fois,
quand on a une code assertion, ça peut être aussi l'indice qu'on a mal modélisé les données. Ça peut être une occasion de réfléchir là-dessus. Donc, c'est de chercher quelle combinaison de données est permise par notre type et représente un état impossible, et d'essayer de changer notre modèle de données pour que la combinaison ne puisse pas exister. L'exemple classique que je donne dans à peu près toutes mes conférences, on a quelque chose qui est en train de charger une requête réseau, puis on a true quand c'est dans un état de loading et on a true quand c'est dans un état d'error, quand la requête a échoué. Mais évidemment, ça ne peut pas être vrai les deux en même temps. Donc, on a un état adhérent. Dans le pire des cas, on pourrait mettre une code assertion que si les deux sont true, il faut planter. C'est mieux ça que rien. Mais l'idéal, c'est simplement de refactoriser et d'avoir 3 valeurs possibles au lieu d'avoir 2 flags binaires. Là, on a les 3 possibles. Puis là, tout à coup, on vient de rendre un état aberrant juste impossible à représenter. Problème réglé, plus de coding assertion. Un autre exemple, oui? Ah, vas-y. Là, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas faire une assertion et pas un if pour vérifier que les deux sont pas true ou pas en même temps? Ah, ben, le mieux du mieux, ben, un if, c'est une assertion. Est-ce que tu vas utiliser assertion pour juste un code classique de INS? Des fois, on met les assertions, selon les langages, les gens disent que c'est trop cher, on ne met pas. En termes de runtime? Ouais. Ben, je pense que souvent, early optimization, là, en tout cas, une instruction comme comparer est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un autre, qu'on me fasse à croire qu'il y a une situation où il y a des enjeux de performance. Après ça, s'il y a des assertions plus complexes, c'est vraiment une autre histoire. Hein, mais moi, je dirais le fardeau est on met des assertions par défaut, puis faut avoir une bonne raison de ne pas les mettre. C'est plutôt dans l'ordre inverse. Par expérience, puis comme ça amène à un point, si ta coding assertion est complexe puis est longue à calculer, on n'a peut-être pas non plus tant de bénéfices de sécurité parce qu'après ça, on va faire quoi? On va faire des tests sur la coding assertion, puis ça va défaire le propos. Là. Pour moi, dans l'essence, une coding assertion, c'est simple. J'allais te demander sur les tests, si tu as des assertions, est-ce que tu redis derrière? Non, je ne teste pas mes assertions. Je veux dire, si tu as une fonction qui fait ton addition, oui. Tu as quelque chose qui va traiter du loading error, là, oui. Et tu as une assertion déjà dedans. Est-ce que toi, tu vas quand même te forcer à faire un test qui va vérifier la fonction alors que tu as une assertion qui vérifie la même chose? Non. Je comprends qu'au niveau du code coverage, ça va détecter qu'il y a un path non testé, mais pour moi, c'est que c'est le même niveau de réalité un peu des tests et des coding assertions. C'est comme écrire des tests sur ces tests. Ça donne pas de confiance, ça fait juste mettre en évidence que ta logique de test était trop complexe. C'est mon opinion. Je remets sur le cast. Pourquoi en fait le cast il va comme cacher une erreur potentielle en fait? Oui. Ok, ça marche. Je voulais bien comprendre. Donc, mon autre exemple ici, et c'est un exemple que j'ai réellement vu récemment, je ne nommerai personne, mais on a des URL qu'on associe à des handlers et on veut qu'à chaque URL, on lance un handler différent. Donc, ça n'a évidemment pas de sens d'avoir deux handlers pour le même URL. Mais dans le premier format de données, où on a une simple liste avec des paires, mais c'est tout à fait possible de faire cet état aberrant-là. Donc, la solution est simple. Les clés sont les URL et les valeurs sont des handlers. On vient d'éviter un état aberrant. Donc, ça c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours possible de refactoriser les données pour ne pas... Même quand on voit qu'il y aurait une possibilité de changer les données, les requis évoluent trop vite, ça demanderait trop de refactorisation, ça ne vaudrait pas la peine. Donc les codes assertion vont
avoir leur pertinence, même dans des cas où on sait qu'on pourrait refactoriser. Il y a même des cas, par exemple, des données dénormalisées où c'est désirable. Des fois, vous avez sûrement déjà vu un pattern comme ça dans votre code où c'est désirable qu'on répète la clé à l'intérieur de l'objet. À ce moment-là, justement, je scannerai pas la structure au complet pour m'assurer que ça serait frivole, ça serait de la complexité inutile, puis il y aurait un coût de runtime de point de vue performance. Mais si jamais il s'adonne qu'à un endroit dans le code, je l'ai pas cherché, mais si jamais ça arrive que dans le même scope, j'ai les deux qui sont visibles, ben là, je vais mettre un coding assertion parce que ça me demande aucun effort, ça a un coût de runtime négligeable, puis ça m'ajoute de la confiance. Une erreur que j'ai attrapée en faisant des code assertions, c'est une époque où la notion de peer dependency n'était pas très claire pour moi. Puis j'avais une assertion qui disait que deux symboles devaient avoir la même référence. Puis tout à coup, hop, ils n'ont pas la même référence. Qu'est-ce qui arrive? Ben, grâce à ça, j'ai découvert tout un nouveau domaine. J'en ai appris énormément sur le bundling juste à cause d'une code assertion bien placée. Bon, deuxième notion d'erreur, on y arrive enfin. Les erreurs attendues, expected errors. Voilà, une erreur attendue. Donc, une erreur attendue est l'échec d'une condition nécessaire pour réaliser une opération. La condition est testée à même cette opération et est présentée à la place du résultat de l'opération. Fait que, pour rendre ça un peu plus clair, je vais donner un exemple fictif d'une API qu'on voudrait certainement pas. Donc, le but, c'est de rechercher une sous-chaîne de caractères dans une chaîne. Donc, mon interface fictive, on commence par avoir une fonction qui vérifie est-ce que la sous-chaîne est présente, et puis si oui, on a une deuxième fonction pour avoir l'index. C'est affreux, personne ne veut ça. Puis surtout, point de vue performance, ça serait épouvantablement terrible. Alors, puisqu'on ne veut pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tout le monde sait ce qu'on fait. On fait un find index qui donne l'index directement, puis si jamais la chaîne n'est pas là, on retourne -1. Donc, -1, c'est notre erreur attendue. C'est l'opération trouver la sous-chaîne de caractères n'a pas réussi. Donc, il y a deux sortes d'outputs possibles. On a soit la valeur de succès, soit la valeur d'erreur. Donc, ça crée ça ouvre une boîte de Pandore. Il va falloir trouver des manières de représenter les succès et les erreurs de manière distincte. Il y a plein de solutions différentes et on ne va pas choisir la même manière de faire selon ce qu'on veut. Fait que j'ai une petite étude de cas pour exposer différents requis qu'on peut avoir par rapport à la gestion des erreurs. On n'a pas tout le temps besoin de toutes ces choses-là. Donc, mon user story, en tant qu'utilisateur, je peux afficher une image de chat qui n'est accessible que si je suis connecté, ça c'est logué, et que j'ai les droits d'accès. J'aimerais tellement voir cette tâche à faire. S'il vous plaît, s'il y a des gens haut placés où je travaille qui m'écoutent en ce moment. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal aller dans cette histoire-là? Donc, on pourrait avoir une erreur réseau, on ne réussit pas à se connecter. On pourrait avoir une erreur serveur, le serveur plante. On pourrait ne pas être logué. On pourrait ne pas avoir les droits d'accès à cette image de chat. Ou peut-être même que, je sais c'est terrible, mais l'image n'existe pas. Ça va mal. Donc, c'est quoi les comportements? Ben, deux comportements différents. Si c'est une simple erreur réseau, on va probablement relancer la requête. Versus, si c'est une autre erreur, on veut afficher un message qui est significatif, qui dit c'est quoi qui est mal allé. Donc, et ça, c'est une notion très importante. Du point de vue de la requête réseau, si on a une erreur comme l'absence d'image, c'est un succès réseau. Oh, j'ai des expériences où c'était vraiment des discussions où c'était ça le nœud qui rendait les discussions compliquées. Donc, ça mène à une première propriété, l'imbrication. On va être capable de représenter une erreur à l'intérieur d'un succès ou alors
un succès à l'intérieur d'un succès. Bon, j'ai un petit diagramme, j'ai ma requête, soit j'ai une erreur réseau, soit j'ai un succès réseau. Et si j'ai un succès réseau, ben, j'ai plein d'autres erreurs. Côté serveur, ce qui va plutôt arriver, c'est qu'on a une séquence d'opérations, puis on veut interrompre la séquence d'opérations au premier échec. Et puis pas se faire chier à réfléchir à gérer le code trop manuellement. Donc, la propriété qui nous intéresse ici, c'est le séquençage. Être capable de combiner une séquence d'opérations sans avoir à trop gérer manuellement un échec. Information. Dépendamment des situations, on va être capable d'avoir de l'information associée à des erreurs. On va être capable de distinguer chaque type d'erreur et on peut peut-être même vouloir ajouter une information quantitative dans une erreur. Par exemple, si on ne trouve pas le fichier, on veut peut-être dire c'est quoi le nom du fichier qui n'existe pas. Exhaustivité. Je veux être capable d'avoir par exemple, si je veux afficher c'est quoi l'erreur qui est survenue, je vais être capable d'avoir une garantie au niveau de mon système du type que j'ai traité chaque type d'erreur possible. Finalement, la lisez-le. Donc, l'idée, c'est... Merci. L'idée, c'est que si j'ai une erreur qui arrive du côté du serveur, je vais être capable de l'envoyer au client. Puis idéalement, je ne voudrais pas avoir trop d'opérations manuelles pour transformer l'erreur dans un format qui voyage sur le réseau. Donc, ces requis-là ne sont pas toujours nécessaires, mais c'est les principaux requis potentiels au niveau des erreurs. Fait qu'on va regarder différentes façons de représenter des erreurs, puis ça nous fait des critères pour y réfléchir. Donc, le premier exemple qu'on a montré, l'erreur comme une valeur impossible. -1, c'est pas un index possible sur une chaîne de caractères. Donc, ça en fait un excellent candidat pour représenter une erreur. Bonus, ben, il y a des états aberrants, toutes les valeurs négatives qui sont rendues impossibles ou on leur donne une autre signification. Fait qu'il n'y a plus d'états aberrants. Ça va être super courant en C ou en Go parce qu'on est proche de la représentation physique de la mémoire. En TypeScript, c'est moins important. Bon, oui, il y a un gain potentiel de performance, mais qui est négligeable la plupart du temps. Le typage plus simple, c'est quand même le fun. L'autre problème, c'est la signification non standard. -1, c'est pas évident que c'est une erreur. Il faut avoir quand même beaucoup de contexte. Quand tu as une grosse code base puis tu veux comprendre vite, c'est pas idéal. Bon, sinon, il y a des valeurs spéciales pour représenter les erreurs. Undefined, null et God forbid not a number. Je suis désolé, ça existe. Sinon, l'autre manière canonique de représenter une erreur en TypeScript, c'est les classes d'erreurs. Donc, on va faire une sous-classe pour indiquer un type d'erreur et ça permet aussi d'ajouter de l'information quantitative, comme le nom du fichier. Donc, de toutes ces bannières-là, la seule qui est sérialisable, c'est nul. Not a number aussi, oui. Non sérialisable, ben, la classe d'erreur et undefined ne sont pas sérialisables. Il n'y en a aucune qui permet l'implication. Il n'y en a aucune qui permet de représenter un succès une erreur dans un succès. Si on a à faire une séquence, disons, sans utiliser une librairie particulière, le plus simple, c'est d'extraire la séquence dans une fonction à part et puis on peut faire un early return, comme dans une présentation que j'ai vue récemment. Une autre manière qui était plus courante avant, c'est d'utiliser les exceptions. Donc, une exception, ça va aussi interrompre une séquence d'opérations, puis on va l'attraper plus haut et avoir la valeur d'erreur. Bon, puis les promesses, donc le gros problème de ça, il y a plein de gros problèmes, c'est vraiment chiant, mais disons le plus fondamental, c'est que TypeScript ne va pas gérer les types des exceptions. Puis il veut tout le temps pouvoir avoir, tu vas tout le temps avoir un risque d'attraper quelque chose que tu n'as pas prévu. Avec les promesses, il y a un peu le même enjeu. Quand une promesse échoue, c'est tout le temps de type any TypeScript
fais pas le suivi du type des rejets des promesses. Je fais le suivi du type des succès, mais pas des rejets. Donc, je recommande vraiment pas ça en tant que flow de contrôle pour les erreurs. Les exceptions, c'est parfait pour les erreurs inattendues, moins bon pour les erreurs attendues. By the way, ça se fait pas souvent, mais une classe d'erreur, ça peut être passé comme une valeur avec un return et tout. Ça fonctionne. Pas besoin de le lancer partout en s'énervant. Dans les exceptions, des fois, il y a des débats sur si tu dois utiliser ou pas dans le business. Oui. Quand tu veux maîtriser complètement ce qui revient oui. dans le business, oui. Il y en a qui utilisent les exceptions ou pas et qui considèrent que ça peut être. Oui, ben moi je suis clairement contre. Parce qu'on perd le suivi du type. Si tu veux, si je code en JavaScript, ça me dérangerait beaucoup moins, mais on perd les bénéfices du TypeScript. Ma méthode préférée, c'est le result type. Ça, c'est le nom, entre autres, en Rust et en Swift. En Haskell, on parle du Ever Monad. Donc, l'idée est bien simple. Il n'y a rien de plus explicite. On a soit un champ qui dit succès ou erreur, et puis un deuxième champ qui dit la valeur du succès ou le message d'erreur. Pour moi, le plus gros avantage n'est pas tant technique, c'est la clarté. Le code et sa propre documentation. N'importe qui arrive dans ce code-là comprend que type error, ça représente une erreur. Ou en tout cas, s'il ne comprend pas, renvoyez-le. Point de vue imbrication, ça marche super bien. Par exemple, si je veux représenter une erreur dans un succès, ben, hop, c'est tout. Value, c'est une erreur ou un succès dans un succès. Donc, notre autre key, on peut représenter autant de types d'erreurs qu'on veut, et puis on pourrait rajouter d'autres champs, comme par exemple le nom du fichier. Donc, il y a moyen d'ajouter de l'information quantitative. Du moment qu'on n'utilise pas une classe pour construire ces objets-là, oui, EffectTS fait ça, utilise des classes pour représenter ça. Mais du moment qu'on ne fait pas comme EffectTS qui sont parfaits, du moment qu'on ne fait pas ça, on a quelque chose qui est sérialisable. Puis, si on veut une séquence, ben, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où, après chaque succès, il faut déballer la valeur. Le B.value, ici, c'est la complexité que ça ajoute d'utiliser ce scénario-là. Mais, donc, c'est ça. À la fin, le résultat de cette fonction-là, ben, automatiquement, le type, ça va être une union de toutes les erreurs possibles de la séquence et de la valeur de succès. Donc, ça va être super facile après ça de gérer exhaustivement toutes les erreurs et que notre système de type nous prouve qu'on n'a rien oublié. Puis, la fonction saveParse de Zod a à peu près cette interface-là. Donc, je la recommande. C'est ça, avec Zod, on a le choix. On peut avoir ça ou on peut lancer une exception comme des barbares. Puis, si on trouve que ça, c'est trop complexe à écrire, et ben, on peut trouver des petites utilitaires ou s'en écrire une de ce style-là. Donc, on a une... Je ne vais pas vous parler de monade aujourd'hui, mais peut-être que certaines personnes les ont reconnues. Donc, mais vous voyez comment le code est super concis. Donc, Chain, ce que ça va faire, c'est que ça va déballer le succès, puis ça va juste passer la valeur du succès à la fonction. Puis la fonction, on s'attend à ce qu'elle retourne soit succès, soit erreur. Si c'est erreur, ben, ça skip tout le reste. Puis si c'est un succès, ça le déballe à nouveau pour le passer au premier. Donc, on a fait exactement la même chose que la séquence explicite, mais en beaucoup plus concis. On n'a pas besoin de ça dans toutes les codebases, mais si jamais vous avez comme énormément de gestion d'erreurs à faire, ça peut être le fun. Ou dans un projet personnel. Finalement, on arrive à la troisième et dernière notion d'erreur sur laquelle j'ai moins de choses à dire, c'est l'erreur comme connotation. Donc ça a plutôt rapport avec le UX, le design system. Donc, ça peut être une couleur rouge, ça peut être une icône comme le X ou cette autre chose, je ne sais pas c'est quoi.
J'ai cherché ça. Mais donc, une question importante par rapport aux erreurs point de vue UX, c'est qu'est-ce qu'on veut communiquer à l'utilisateur. Donc, on n'est pas nécessairement, quand c'est une erreur de serveur, on veut peut-être dire le serveur a planté. Peut-être qu'on veut même pas, là, ça dépend de comment on fait les PR, mais en tout cas, on veut certainement pas affliger l'utilisateur avec le stack trace et des détails techniques. On veut juste dire, il y a une erreur technique. Votre appel est important pour nous, veuillez rappeler plus tard. Mais versus, il y a des erreurs où ben, il faut dire à l'utilisateur, t'es pas logué. Oui, il faut dire le fichier de chat n'existe pas. Donc, en tout cas, dans un endroit où je travaille, on a tendance à appeler ça erreur technique versus métier. Donc, une erreur métier, c'est une erreur où on veut expliquer à l'utilisateur c'est quoi l'erreur versus une erreur technique, c'est une erreur que nous, pour le monitoring et tout, on est au courant, mais on veut juste dire à l'utilisateur il y a une erreur. Puis, le fait de savoir à l'avance qu'on va avoir à distinguer ces deux choses-là, ben, on organise notre code un peu différemment, dépendamment de c'est quoi le type d'erreur. Mais c'est ça, l'erreur comme connotation, mais souvent, ça va être relié aux autres notions d'erreur plus techniques, mais pas nécessairement. C'est ça, faut pas prendre on pense vaut mieux le prendre comme une autre notion d'erreur à part entière et qui est communicationnelle, puis se demander à chaque fois dans chaque code base quel était le lien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur